Mesdames et messieurs, très chers amis, Monsieur le Premier ministre, bienvenue à Saint-Raphaël pour cette 5e édition de la Cité des débats. Avec un thème passionnant, on avait hésité avec la fiscalité locale, mais on a choisi Nouveau Monde, Nouveaux Occidents, et je tiens tout particulièrement à remercier donc, nos amis de la revue parlementaire pour la qualité de la relation que nous avons tout au long de l'année, puis chaque année, où c'est un événement important. Je rappellerai que la revue parlementaire a fêté récemment ses 130 ans. Donc, Patrick, Vincent, Arnaud, Marie-Ève et toute l'équipe, c'est un honneur de vous accueillir chaque année, et si on peut les remercier, c'est grâce à eux que nous avons ces conférences et ces débats de très haut niveau. Alors l'Occident, en principe on devrait être heureux. On devrait être heureux. L'espérance de vie est passée en un siècle de 55 à 82 ans. À Saint-Raphaël, on le démontre. Vous avez l'Express qui a titré que nous étions la ville la plus âgée. Mais c'est parce que nous sommes la ville la plus attractive. On a un niveau de richesse qui a été multiplié par 7, également en un siècle. On a la quasi-totalité des jeunes qui achèvent aujourd'hui un cycle secondaire. Et puis on bénéficie aussi d'une médecine de qualité. Donc on pourrait se dire qu'on vit dans un monde merveilleux, dans un pays merveilleux. Bon, pendant 6 mois, je ne peux pas dire qu'on est dans une ville merveilleuse, mais presque. Alors autrefois, on parlait d'un Occident, comme si c'était un seul bloc constitué par l'Europe et les États-Unis. Et c'est vrai que l'Occident, c'est une réalité civilisationnelle, forgé par des siècles d'histoire, de pensée. C'est un héritage né des Grecs, des Romains, le christianisme, la civilisation judéo-chrétienne, prolongée par les Lumières. Ce sont tous les grands auteurs. Et on constate, c'est aussi un mode de vie, l'Occident. Personne ou très peu d'entre vous ont dû lire de la littérature chinoise ou indienne. Vous regardez des films chinois ou indiens? Non, vous pouvez lever la main. Enfin, en principe, vous êtes très minoritaire. Oui, il y a monsieur au fond. Donc, mais ça montre qu'on a un mode de vie aussi. C'est très important. En prenant cet exemple-là, on s'aperçoit ce qu'est le mode de vie occidental. Et donc, c'est également le mode de la pensée occidentale. On protège l'individu, la loi protège, la raison est claire, et la liberté, c'est une conquête. Puis, malgré ça, on voit que la guerre est revenue en Europe. On voit aussi des nouveaux empires qui s'affirment. On voit aussi des débats qui nourrissent la division de manière très, très importante. Le wokisme, la repentance, le rapport qu'on a à notre histoire, le populisme, l'endettement, les fractures sociales et bien entendu l'immigration. Et puis on voit également qu'on ne parle plus d'un Occident, on parle des Occidents, avec une pluralité de mondes occidentaux. Américains, européens, australiens, japonais. Et on se supporte, un peu comme l'image de vieux couples, on vit ensemble, mais il y a néanmoins de très nombreux points de désaccord. Et on voit les droits de douane, qui sont des droits de douane avec les États-Unis. Et on a du mal à émerger à travers l'Europe. C'est d'être et de se reconnaître comme une puissance stratégique. Et puis on voit également que ce qu'on appelait avant des pays en voie de développement, ils ne sont plus du tout en voie de développement. On voit qu'on ne maîtrise plus non plus, notamment les matières premières pour les nouvelles technologies. On voit des géants également qui se créent partout dans le monde, en Inde ou en Chine. On voit qu'on s'est affaibli en sous-traitant le travail, on voit qu'on s'est affaibli en empruntant, et puis on voit également, à travers notamment l'ONU, qu'on est minoritaire. Et si vous prenez l'exemple de l'Ukraine, l'Occident est minoritaire quand vous regardez les résolutions qui sont prises depuis longtemps au sein de l'ONU. Donc on vit dans un monde multipolaire, instable, qui est fait d'alliances, de rivalités et d'indépendance.
mais néanmoins avec des principes, nos principes occidentaux. Et parmi ces principes occidentaux, et je ne pourrais pas ne pas en parler, nous avons bien entendu la liberté d'expression. Et avec la liberté d'expression, je voudrais dire, puisque nous nous sommes engagés plusieurs fois à Saint-Raphaël, aux côtés du comité de soutien de Boualem-Sansal, toute l'amitié que nous lui portons, nous l'avons reçue, nous n'oublions pas, à 2 reprises ici à Saint-Raphaël, et ça fait partie des valeurs occidentales, cette liberté de s'exprimer. On va dire 2 mots aussi sur l'état de droit. Mais dans un état de droit, on n'enferme pas un écrivain de 80 ans malade, tout simplement parce qu'il a écrit, parce qu'il a pensé. C'est quoi son crime? Alors, défendre un écrivain, et c'est pour ça que nous le faisons, c'est pour ça que nous l'avons fait avec un rassemblement de soutien, c'est pour ça qu'en juin, nous avons aussi fait l'opération avec notre ami David Lisnard et avec Arnaud Benedetti, qui préside le comité de soutien. Eh bien, je lis Sansal. À Saint-Raphaël, on lit bien entendu Sansal, et ce n'est pas que défendre un écrivain, c'est défendre nos valeurs et se défendre les valeurs occidentales et la valeur de la liberté d'expression. Alors ce soir, on a un invité prestigieux, Monsieur le Premier ministre Alain Juppé. Je ne vais pas vous présenter. Vous avez Premier ministre, ministre, maire, aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel, et on peut dire que vous êtes un des meilleurs connaisseurs, avec votre expérience aussi de l'État, des relations entre États, de ses rouages et de ses arcanes. Et aux yeux de tout le monde, vous avez toujours incarné une rigueur, une constance, une profondeur et ce qu'on appelle aujourd'hui toujours le sens de l'État. Alors c'est vrai que parler des institutions, ça ne fait pas toujours rêver, c'est vrai, mais lorsque l'on voit notamment nos débats à l'Assemblée nationale, on constate que sans institutions solides, la démocratie a beaucoup de mal à s'exprimer. Alors, 2-3 mots sur l'état de droit, peut-être avant de conclure. Alors, l'état de droit, qu'est-ce qu'on en parle? On en parle évidemment avec les cours constitutionnels et dans toutes les démocraties, on s'aperçoit que ces cours constitutionnels sont mises en tension, notamment dans un certain nombre de pays de l'Est. Et il faut rappeler que l'état de droit, c'est notre héritage et qu'il faut le défendre. Et quand vous n'avez pas d'état de droit, c'est ce que vous avez en Algérie avec Boualem-Sansal, c'est-à-dire qu'on peut vous emprisonner de manière arbitraire sur des bases juridiques qui sont très, très abstraites. Je vous avoue que je n'ai toujours pas compris vraiment ce qui lui était reproché, et avec des procès sommaires, rapides, sans droit de la défense. Et il faut également que, même dans notre pays, un pays comme la France, on soit très, très vigilant, parce que ce débat, on l'a. On l'a pourquoi? Parce que vous avez une évolution de la question et de la place du juge. On peut dire que dans une vision traditionnelle, le juge, il est gardien des principes, il va appliquer la loi, il va rappeler la limite du pouvoir, et il va également empêcher que l'application de la loi bascule dans l'arbitraire. C'est ça le rôle classique, classique du juge. Et on constate que dans nos sociétés occidentales, si on parle de notre pays, vous avez un affaiblissement du politique, ou de la démocratie, c'est depuis de très nombreuses années. Et la magistrature qui prend aussi une place, notamment dans les sources du droit. La magistrature devient et crée des normes. C'est la question de la GPA, refusée par le Parlement, et qui s'introduit à travers la jurisprudence, de manière implicite, certes, mais de la Cour de cassation. Et le véritable débat, c'est que la seule souveraineté populaire, c'est le politique qui l'a. Le juge a une souveraineté, enfin, il a un pouvoir plutôt,
mais sa légitimité ne vient pas de l'élection, sa légitimité vient de la nomination. Alors, puisqu'on parle librement aussi, on peut aborder tous les sujets. Vous l'aborderez sûrement pas, puisque vous êtes membre du Conseil constitutionnel, mais néanmoins, l'état de droit, on a un sujet d'actualité. Et moi, je ne peux pas en parler. Alors, tout le monde est égal devant la justice, c'est vrai. Personne n'est au-dessus de la justice. Il faut l'appliquer exactement de la même façon. Alors, je vais rentrer évidemment dans aucune polémique, ce serait très facile, trop facile, et puis les uns et les autres, vous ne partagez pas forcément mes opinions. Mais néanmoins, en tant que juriste, ce qui m'a marqué, ça a été des explications qu'on a vues sur des plateaux en disant « mais finalement, c'est l'application de la loi. C'est l'application de la loi, c'est habituel. On vote des lois et on les applique. Et c'est glaçant. Parce que si c'est ça l'application de la loi, ça peut en devenir terrifiant. Parce qu'au-delà de la loi, vous avez aussi des principes. Principe, c'est cohérence et mesure de la peine, c'est un double degré de juridiction. C'est également le fait qu'il faut des preuves pour être condamné. C'est également la légalité des délits et des peines. On doit être condamné pas seulement sur des intentions ou des intentions des autres, mais sur des faits qui sont établis. Et tout ça, je vous le dis très sincèrement, du fond du cœur et avec beaucoup de tristesse, car on a besoin d'un état de droit. Et on a besoin d'un état de droit qui soit puissant. On a besoin d'un état de droit qui soit respecté, parce que c'est le socle de nos valeurs. Et c'est le socle de nos valeurs et la caractéristique exclusive, d'ailleurs, de notre monde occidental, que d'avoir cet état de droit. Et pour ma part aussi, cette défense de l'état de droit, par ma profession d'avocat, c'est également l'engagement de toute une vie. Et donc, il faut rappeler aussi que l'état de droit, ce ne sont pas seulement l'application des textes en disant c'est la loi, on applique la loi, mais ce sont tous ces principes aussi qui sont importants, présomption d'innocence, proportionnalité, indépendance. Et je pense que nous devons, plus que jamais, dans le cadre d'une réflexion collective qu'on peut avoir, comme on l'a ce soir, c'est-à-dire de manière très, très mesurée, mais nous devons avoir ce débat, c'est de savoir comment est-ce qu'on retrouve aussi un équilibre où, au sens des stoïciens, chacun retrouve sa place dans un bon ordre des choses, c'est-à-dire un pouvoir politique, mais un pouvoir politique qui soit aussi responsable, un juge qui soit gardien des principes et des libertés fondamentales. Et puis, c'est notre responsabilité aussi à chacun d'entre nous, une opinion publique qui doit être vigilante, mais une opinion publique qui ne doit pas aussi être ou devenir tyrannique. Et c'est en respectant ces conditions et en respectant ce prix que l'état de droit reste vivant et ne sera pas figé au-delà des apparences. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en guise d'introduction. Et maintenant, ce soir, nous avons l'honneur, nous avons la chance et nous avons la fierté d'avoir avec nous quelqu'un qui connaît l'état de droit de l'intérieur. Je vous en remercie et je vous remercie d'applaudir M. Alain Juppé.